Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Florian. Je travaille au sein de l'association Soltana sur tout ce qui est associé à la performance matière et dans le suivi de certaines démarches en Ex-Poitou-Charentes. C'est un webinaire qui est aujourd'hui organisé par le Centre de ressources régionales de Nouvelle-Aquitaine en écologie industrielle et territoriale. Je vais être accompagné pour ce webinaire d'Aubéry et de Mélanie qui travaillent toutes les deux en tant que juristes à l'APESA et également Jean et Alexandre qui seront plus sur le suivi du chat et le relais de vos interrogations ou de vos questions. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'aborder le sujet de la réglementation des déchets et des synergies, deux sujets qui sont intimement liés dans la pratique de l'activité de l'écologie industrielle, mais qui ne sont pas toujours évidents à démêler et qui peuvent être empreints de quelques pièges qui peuvent impliquer la responsabilité des opérateurs qui mettent en place ces synergies. Donc, à travers de mon expérience, des connaissances, des lectures que j'ai un petit peu de la réglementation et des écoutes que j'ai réalisées de certains cabinets d'avocats ou de spécialistes sur le sujet, c'est d'essayer de vous partager un petit peu mon éclairage et les connaissances que j'ai, mais que Aubéry et Mélanie ont aussi sur ce sujet pour vous diffuser quelques petites règles pour pouvoir faciliter la mise en place de ces synergies et essayer d'éviter de tomber dans les pièges qui pourraient être présents lorsque l'on met en place ce type de synergie. C'est maintenant habituel, si j'arrive à passer la slide, c'est maintenant habituel, donc quelques consignes avec lesquelles vous êtes, je pense, assez coutumiers. Je vous demanderai à toutes et tous de couper votre micro. Nous avons prévu des temps d'échange à différents moments de cette présentation pour lesquels vous pourrez intervenir ou sinon Jean nous relaiera un petit peu vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre. Ça peut être pas toujours évident. J'ai conscience que les synergies que vous pouvez mettre en place dans vos territoires peuvent être assez spécifiques. Elles peuvent aussi nécessiter un peu plus de temps et un peu plus d'approfondissement du sujet pour pouvoir y répondre. Donc, ne vous inquiétez pas si la réponse ne vient pas aujourd'hui, on la recueillera et on essaiera au niveau du centre de ressources de vous formuler une réponse par la suite ou en tout cas d'organiser un temps d'échange avec le centre de ressources. On est ensemble jusqu'à midi. Donc, j'espère que vous avez rien de prévu d'ici là. Et pour le programme de cette fin de matinée, de ces 2 heures d'atelier, donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'essayer en fait de parler la même langue, donc de vous donner les définitions et les codes de définition que l'on peut retrouver dans la réglementation et qui peuvent concerner ces notions de synergie. On va principalement s'axer sur les synergies de substitution. On ira ensuite évoquer les petites règles à suivre pour pouvoir essayer de favoriser les synergies et d'éviter de tomber dans les pièges. Puis par la suite, Aubéry et Elodie vous feront un petit focus sur la sortie de statut de déchets, notamment sur la sortie de statut de déchets qui peut, dans certains cas, dans certaines animations territoriales d'écologie industrielle, être un incontournable. Donc, elles vous donneront quelques clés sur ce sujet-là. Et bien entendu, on termina, et c'était aussi la genèse de cet atelier-là, sur les cas pratiques, les questionnements qui ont été remontés au niveau du centre de ressources Etna, où, donc là, encore une fois, Aubéry et Elodie balayeront un petit peu les questions et essaieront de vous donner un petit peu des petites recommandations ou une petite analyse assez succincte pour pouvoir vous éclairer sur les questionnements que vous aviez fait remonter au niveau du centre de ressources. Donc, si c'est bon pour tout le monde, si on n'a pas de questions, de problématiques audio, Alexandre, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est bon de mon côté, ouais? Super. Donc, c'est parti. On part tout de suite sur les définitions. Donc, aujourd'hui, lorsque l'on travaille sur ces notions de synergie, bien que la réglementation évolue de manière importante ces derniers temps pour pouvoir intégrer davantage de principes associés à la circularité ou à la sobriété des ressources, parce que contexte de changement climatique oblige et nécessité d'un petit peu d'essayer de découpler ces consommations de ressources à la croissance économique. On va avoir différentes notions qui vont être définies dans le code de l'environnement principalement et qui, bien qu'aujourd'hui on intègre ces principes de circularité, on a un texte réglementaire qui reste principalement axé sur un modèle de pensée linéaire, extraire, produire, jeter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir davantage de difficultés. Des fois, ça peut être beaucoup plus simple d'utiliser un produit neuf qu'un produit issu du réemploi ou du recyclage.
Ceci étant, ce que j'ai essayé de vous mettre aujourd'hui à l'image, c'est d'essayer de vous simplifier les définitions. C'est que dans la plupart des cas, on va avoir 3 définitions de base avec lesquelles vous allez être confronté lorsque vous allez mettre en place des synergies. On va tout d'abord commencer par cette notion de produit qui n'a pas à l'heure actuelle de définition précise dans le code de l'environnement. Il n'y a pas de définition unique. Les produits sont représentés et écrits dans un corpus de texte qui vont définir des obligations, notamment je pense à REACH ou à CLP, donc qui sont plus associés aux produits chimiques sur la fabrication, sur leur étiquetage, mais qui vont vous donner une certaine ligne de conduite par rapport à ce que un fabricant, un metteur sur le marché ou un vendeur de produits a le droit ou n'a pas le droit de faire ou a l'obligation de faire. Ceci étant, les obligations qui sont relatives aux produits, ce sont des obligations qui sont assez limitées, qui vont se limiter dans le temps à partir d'un moment où il y aura une cession de la propriété. À partir du moment où le produit va être vendu ou cédé à une autre personne, la responsabilité et les obligations en fait, du vendeur ou du metteur sur le marché vont s'arrêter, sauf dans de quelques exceptions, notamment par rapport à la réglementation sur les produits défectueux qui vont donner droit à certains recours. Mais grosso modo, aujourd'hui, en termes d'obligations, lorsque vous restez sur ces notions d'utilisation ou d'échange de produits, la responsabilité du propriétaire du produit, elle s'arrête à partir du moment où il y a une cession. Il y a une cession de la propriété et donc du coup, ce produit est donné à une autre personne ou vendu à une autre personne. À l'opposé du produit, donc là, par exemple, grosso modo, quand on a une carotte ou des carottes râpées, si à partir du moment où ces carottes, je vais les vendre, mon obligation et ma responsabilité sont assez limitées par la suite par rapport au consommateur. Ces carottes-là, une fois qu'on va les acheter, les préparer, les consommer, mettons que l'on laisse de côté les fans et ces fans, du coup, fans, elles moisissent. On a aujourd'hui l'obligation de les mettre en déchets. On ne va pas pouvoir les consommer ou mettons que ces fans-là deviennent toutes bleues, qui devrait être quand même relativement anormal et vous inquiéter sur la qualité sanitaire du produit. Donc là, on tombe sous un petit peu ces notions de définition d'un déchet, ces substances, ces objets que l'on a soit l'intention de se défaire, donc par exemple ma fan de carotte que je ne peux plus manger, que du coup je destine à mon compost, ou l'obligation, la fan de carotte bleue qui m'inquiète, du coup que je ne vais pas mettre au compost parce que sinon je sais que ça va contaminer mon compost. Donc là-dessus, il y a peut-être une obligation de se défaire par rapport à la caractéristique du produit. Donc l'objectif aujourd'hui de cette définition du déchet qui est donnée, c'est d'essayer de mettre en place une chaîne de responsabilité pour justement éviter l'abandon et d'essayer de trouver un acteur qui est solvable sur toute la chaîne logistique qui va être mise en place pour pouvoir assurer la gestion de ce déchet. Donc que ce soit du producteur du déchet au détenteur intermédiaire et au détenteur final. Donc la définition aujourd'hui, elle est quand même assez large. Il faut à chaque fois essayer de vérifier les circonstances qui font que l'on est dans un déchet, mais ces responsabilités, la responsabilité du producteur du déchet et du détenteur de déchets, elle est beaucoup plus impliquante que celle du produit et elle se poursuit jusqu'à la fin de vie, si on peut dire ça, du traitement du déchet. Donc qu'il soit éliminé, soit recyclé. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, demain, vous serez en tant qu'animateur sur la gestion d'une synergie qui sera axée autour d'un déchet, ce n'est pas parce que ce déchet-là est remis à un tiers ou une tierce personne que la responsabilité et la propriété cessent pour le producteur initial de ce déchet. Elle s'étend jusqu'à ce que ce déchet soit recyclé ou éliminé dans les conditions prescrites par le Code de l'environnement. Entre les deux, entre cette notion de produit et cette notion de déchet, vous allez retrouver dans le Code de la réglementation une définition de ce que l'on appelle un sous-produit. Grosso modo, voilà, j'ai mes carottes, j'ai acheté le produit, je décide je vais les couper, je vais faire des carottes râpées et irrémédiablement, je vais avoir mes fans qui sont le résultat qui sont une perte non intentionnelle, qui sont le résultat du processus de préparation de mes carottes râpées. Et ce sous-produit-là, j'ai la possibilité soit de l'exploiter immédiatement en faisant un pesto, soit de ne pas l'exploiter. Donc voilà. Tout ce que définit un sous-produit, c'est une substance dont le but premier n'est pas sa production. L'objectif, quand on fait des carottes, on peut se dire que c'est d'essayer d'avoir des carottes et pas d'essayer d'avoir des fans. Malheureusement, Mère Nature a fait que les fans sont nécessaires aussi à la pousse de la carotte. Et à partir du moment-là, le sous-produit devient un sous-produit à condition qu'il respecte certaines conditions que nous verrons plus tard, qui sont des conditions qui sont des petites astuces qui vous permettront justement de mettre en place ces synergies-là. Voilà pour les définitions qui sont relatives
à l'état d'une substance ou d'un produit avec lesquels on peut mettre en place des synergies. On va se concentrer justement sur ces notions de produit, sous-produit ou déchet pour pouvoir ensuite, du coup, vérifier l'état et voir sous quel type de réglementation on tombe et sous quel type d'obligation les opérateurs qui sont concernés devront se soumettre. À partir de ces notions de produits, de sous-produits et de déchets, on a la réglementation qui nous donne aussi des possibilités d'action, des possibilités d'agir pour pouvoir justement favoriser les actions de type économie circulaire. Donc, vous avez aussi aujourd'hui à l'écran ce qui peut être envisagé. Je n'ai pas repris les carottes, c'était plus facile pour moi de partir sur des pneus. Donc, on va avoir tout ce qui va être les actions qui sont relatives aux produits que vous retrouverez à gauche. Donc, logiquement, le réemploi. J'ai un produit qui a eu une première vie, mais dont les conditions et dans l'état répondent toujours à la qualité d'un produit type, et pour lequel je vais prodiguer un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu. Donc là, je reste sur ces notions de réemploi. Donc j'ai mon pneu, j'ai une voiture, je décide de ne plus utiliser la voiture et de m'acheter un cheval parce que je veux réduire mon empreinte carbone, et j'ai mon voisin qui, lui, a la même voiture et est intéressé par mes pneus. Je peux lui céder mes pneus à la condition qu'il en fasse un usage identique à celui pour lequel ils étaient prévus. Donc là, on est sur le réemploi. À partir du moment où ce pneu-là, je le fais passer par un opérateur de collecte des déchets, une déchetterie, ou je lui fais subir un changement d'état, ou un changement d'usage, je vais tomber sous tout ce qui est en lien avec la réglementation déchets. Donc, grosso modo, mon pneu, comme je vous l'ai dit, je décide de réduire mon empreinte carbone, je veux me construire une maison solaire passive, je décide d'utiliser des pneus pour pouvoir faire la structure murale de ma maison solaire passive. J'ai donc une dérivation de l'usage de mon pneu qui n'est pas conforme à son usage identique. Donc, je tombe sous ce principe de réutilisation. La frontière entre réemploi et réutilisation peut être assez difficile à anticiper, mais grosso modo, un autre exemple, si demain vous avez une synergie qui est reliée au textile, si ces textiles sont des t-shirts qu'une entreprise a et cède à une autre entreprise pour un usage identique, donc c'est-à-dire se vêtir, s'habiller, là on va être sur du réemploi. Si ce même t-shirt et cette même entreprise remet ces t-shirts-là dans une borne relais, le relais qui est un opérateur de la gestion des déchets, votre t-shirt prend instantanément le statut de déchet parce qu'il passe par une opération de collecte. Et donc là, il faudra passer par un principe de réutilisation et de requalification pour qu'il puisse de nouveau être utilisé et sortir de son statut de déchet. Et ensuite de ça, vous avez une troisième opération qui est celle que l'on appelle associée au recyclage, qui vont être toutes les opérations qui vont consister à changer plus ou moins la nature du produit pour qu'il soit retraité en matière ou en produit dans des usages soit identiques, soit différents de ceux pour quoi ils étaient prévus. Donc, on peut aujourd'hui imaginer que mon pneu, par une opération de broyage, soit regranulé et serve à l'avenir, quand les technologies le permettront, à refabriquer un pneu, ou une fois granulé, à servir pour les terrains de football en tant que bille amortissante pour ces terrains synthétiques. Donc voilà un peu grosso modo aujourd'hui, en termes de réglementation, les 6 notions avec lesquelles il faut être plus ou moins familier, parce que ce sont 6 notions pour lesquelles il faudra vérifier les conditions à chaque fois qu'il y aura une synergie qui se mettra en place, de manière à déterminer sous quel type de réglementation cette synergie est soumise et les opérateurs auxquels sont confrontés. L'objectif dans tout ça, c'est d'essayer de vous prémunir en fait de tous les risques et les responsabilités qui peuvent être associés aux dites réglementations. Parce que dans tous les cas, à partir du moment où une synergie est traitée à partir d'un déchet ou d'un produit ou d'un sous-produit, il y a différents codes qui vont être définis, différentes injonctions qui vont être établies. Si ces injonctions ne sont pas respectées, la responsabilité des personnes physiques ou morales peut être engagée, que ce soit de manière administrative, par l'intermédiaire de mise en demeure ou de fermeture de site parce que du coup on ne respecte pas les modalités ou les prescriptions précisées au Code de l'environnement, des responsabilités et des risques qui sont d'ordre civil, mais aussi pénaux. Par exemple, si demain une synergie se met en place et qu'on n'a pas vérifié par rapport au Code de l'environnement que la personne qui transporte des éventuels déchets ait déclaré ses activités en préfecture conformément aux prescriptions, il y a possibilité notamment d'être sanctionné pénalement par la réglementation si les prescriptions ne sont pas respectées. Donc c'est là tout l'intérêt d'essayer de faire attention, de définir si on est dans une synergie avec un produit, un sous-produit ou un déchet, et si on est en train de faire du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
Donc, lorsqu'on va mettre en place une synergie, les premiers réflexes à avoir, c'est vraiment de se renseigner sur les conditions du bien donné ou du bien récupéré et d'essayer de vérifier la conformité réglementaire requise des entreprises. Est-ce que les entreprises ont toutes les dispositions, les autorisations nécessaires à la mise en place de cette synergie, ou est-ce qu'il faut les mettre en place? Est-ce que derrière, il y a besoin de mettre en place un processus justement pour pouvoir faire en sorte que la synergie soit conforme à la réglementation? Donc, voilà un peu toutes les précisions qu'il y a à faire pour pouvoir éviter ses risques et ses responsabilités. En termes d'autres risques et de responsabilités qui peuvent être engagés et sur lesquels je ne me suis pas étendu parce que je n'ai pas forcément les connaissances là-dessus, il y a aussi les possibilités en fait, d'engager des responsabilités contractuelles. S'il y a des défauts d'information sur la nature du produit, lorsqu'on va, mettons par exemple, céder un produit ou un sous-produit à une autre entreprise, mais qu'on n'a pas informé sur une qualité un petit peu détériorée par rapport à un produit initial ou sur d'autres qualités alternatives, notamment par rapport possiblement à la présence d'une substance dangereuse, on peut aussi là aussi être engagé et responsable contractuellement par rapport à ces éléments-là. Ça peut aussi engager les responsabilités assurantielles si par rapport aux activités, il n'a pas été prévu dans vos contrats d'assurance, dans les contrats d'assurance des entreprises ou des opérateurs qui sont concernés, que cette activité soit protégée par un contrat spécifique. Donc, voilà grosso modo un petit peu les définitions et la raison pour laquelle il faut être à l'aise avec ces définitions et il faut vraiment bien vérifier ces prérequis. L'objectif maintenant, c'est qu'à partir de ces définitions que j'ai établies, c'est d'essayer de vous donner des astuces pour pouvoir éviter de vous confronter à ces risques et favoriser le développement des synergies. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand vous allez être en phase d'une synergie de substitution de ressources, vous allez avoir deux options pour pouvoir favoriser le développement de cette synergie. La première, c'est de rester dans le cadre de la réglementation de produit, ce que vous avez ici en haut de la slide. Et la seconde, c'est de quand même rentrer dans la réglementation de déchets, mais d'essayer d'en sortir via des principes qui sont codifiés réglementairement et qui vous permettront de repasser d'un déchet à un produit. Donc, grosso modo, sur tout ce qui est resté dans la réglementation de produit, les principes d'action qui sont définis dans la réglementation, c'est tout ce qui va être associé à la prévention. On s'entend que la notion de prévention, je ne vais pas m'étaler dessus et je ne vais pas l'aborder parce que si aujourd'hui on fait de la prévention, on réduit une quantité de déchets, donc on est faiblement pertinent pour mettre en place une synergie, on va réduire ce gisement-là, mais on va peut-être plus s'attarder sur ces notions de réemploi. Donc j'ai mon pneu, je le cède à mon voisin, et cette notion de sous-produit, mes fans de carottes, que je transforme en pesto de fans de carottes. Pour pouvoir justement éviter le statut de déchet et favoriser le développement de cette synergie. De l'autre côté, sur les notions de sortie du statut de déchet, on va avoir deux modèles, la sortie implicite et la sortie explicite, mais l'objectif étant, à partir de mes fans de carottes qui sont soit moisies, soit qui ont un risque sanitaire parce qu'elles sont toutes bleues, c'est d'essayer de refaire, à partir des codes réglementaires, de les faire redevenir des produits. Donc, de faire en sorte que mes fans qui ont passé un stade de consommation possible redeviennent des fans comestibles. Donc, un processus qui semble assez difficile, et c'est volontaire de ma part d'avoir illustré cette manière-là, c'est que aujourd'hui, quand vous serez face à une synergie, une des règles avec lesquelles vous devez absolument fonctionner, c'est d'essayer à tout prix de rentrer dans le statut de déchet, parce que derrière, ce sont des procédures qui sont un peu plus lourdes, un peu plus contraignantes, et donc qui nécessitent davantage de temps et d'investissement pour pouvoir favoriser la conformité de la synergie à venir. Si on part tout de suite sur ces notions d'évitement de statut de déchet, je vais me concentrer et je vais reprendre la notion de réemploi. Donc, vous vous souvenez, le réemploi, c'est toute opération qui permet à une substance ou un produit qui n'a pas le statut de déchet d'être utilisé à un usage identique. Donc, aujourd'hui, quand vous allez mettre en place une synergie, les différents critères à vérifier pour pouvoir favoriser cette synergie en conformité avec une notion de réemploi, c'est qu'il faut que cette substance ne soit pas signifiée comme un déchet ou ne soit pas un déchet, donc n'ait pas eu d'opération au sein de l'entreprise ou n'ait pas été mélangé à déchets, ou que ça ne soit pas spécifié dans les rubriques ici payées du cédant. Vous avez dans certaines activités industrielles des obligations en termes du règlement des installations classées pour l'environnement de codifier, d'être soumis à enregistrement ou autorisation les quantités ou les gisements de certains déchets. À partir du moment où ça c'est notifié dans une entreprise, là, on peut tout de suite oublier les notions d'évitement de statut de déchet. On passera plus par des sorties de statut de déchet.
L'autre condition qui est indispensable à vérifier, c'est qu'il faut que mon produit soit destiné à un usage identique à sa fonction initiale. Donc là, il faut que l'acquéreur confirme et que le cédant aussi confirme et valide le fait que l'usage sera bien identique à son usage initial. Petit point d'actualité aujourd'hui par rapport à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est qu'on va avoir des processus, des spécifications sur certains gisements de produits qui vont favoriser ces notions de réemploi. On a notamment l'article 35 de la loi qui nous précise que tout producteur, détenteur et distributeur d'invendus non alimentaires a l'obligation, à l'interdiction déjà de les détruire et à l'obligation de les destiner en premier lieu au réemploi, ensuite à la réutilisation et par la suite au recyclage. Donc ça fait partie des premiers leviers qu'apporte la loi aujourd'hui pour pouvoir favoriser justement le réemploi de ces invendus-là. On va avoir aussi dans la même logique pour tout ce qui est associé à des chantiers de réhabilitation ou de démolition, la possibilité, à condition qu'un opérateur compétent soit présent et le fasse, de réemployer certains matériaux et équipements issus de la dépose de ces bâtiments-là. Et enfin, on a un autre article qui est l'article 57 qui va lui aussi dans le sens de la favorisation de ces actions de réemploi, qui demande aux déchetteries communales de laisser un accès ou de définir des zones dans la déchetterie pour permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire de favoriser le réemploi des éléments qui seraient déposés en déchetterie et qui seraient aptes à être réemployés. Donc voilà, grosso modo, aujourd'hui, quand on parle de réemploi, on est typiquement en fait sur le marché de l'occasion. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un produit dont les caractéristiques ont été légèrement détériorées, mais qui ne compromettent pas à son usage identique. Et on va avoir donc du coup la nécessité d'essayer de justifier qu'il s'agit de réemploi et non de réutilisation. Donc, il ne faut pas que ça passe par une opération de tri, il ne faut pas que ça passe par une installation. Grosso modo, demain, si une synergie est mise en place, il faudrait éventuellement que le détenteur de cette matière ou de ce produit destiné à être réemploi ait un cahier des charges précis sur ce qu'il doit isoler et transmettre au potentiel acquéreur, de manière à éviter à ce qu'il y ait une opération de tri chez l'un ou chez l'autre. Et il faut, dans tous les cas, essayer d'éviter la vente et la contractualisation de l'échange, dans le sens où, à partir du moment où l'échange est monétarisé, on va rentrer sous des notions de garantie, de produits ou ces éléments-là, des choses aujourd'hui sur lesquelles je n'ai pas forcément toutes les notions, mais qui sont beaucoup plus contraignantes en fait pour le détenteur ou pour le cédant et pour l'acquéreur par la suite. Donc ça, c'est la première solution pour essayer d'éviter le statut de déchet. La deuxième solution, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, transformer mes fans de carottes en pesto, en passant par le statut de sous-produit, donc c'est-à-dire un élément qui est non intentionnel, qui est indissociable de mon procédé de fabrication et pour lequel en fait je dois valider et vérifier l'existence de 5 conditions. Et cette vérification de ces conditions sont à l'ordre du producteur du sous-produit. C'est au producteur de sous-produit de vérifier ces différentes étapes. La première étape, c'est de vérifier qu'il existe une utilisation ultérieure certaine pour l'objet. Donc, grosso modo, que vous ayez déjà des partenaires, que sur la synergie, il y ait déjà un partenaire qui s'est signifié, qu'il y a déjà un marché existant. On peut se douter que sur le marché du pesto, il y ait potentiellement aujourd'hui des acteurs qui soient positionnés sur justement la réduction du gaspillage alimentaire. Donc là, on a potentiellement un marché existant et vérifié sur l'utilisation de mon sous-produit de FAN. La deuxième des conditions, c'est de vérifier que justement, il y ait une utilisation directe, sans traitement supplémentaire. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait éviter et s'assurer qu'il n'y ait pas besoin de traitements lourds, par exemple des traitements de dépollution. Grosso modo, mes fans de carottes bleues, on peut s'attendre à ce que pour qu'elles soient de nouveau comestibles, il y a un traitement de dépollution. Donc là, on passe sous des opérations qui sont codifiées réglementairement sous la réglementation déchets, donc on n'est plus sous un sous-produit. Donc le producteur devra s'assurer d'essayer qu'il n'y ait pas ces opérations lourdes, donc des opérations assez simples, par exemple de lavage, d'isolation, de traitement, donc éviter toutes les actions qui peuvent être codifiées à la réglementation déchets. La troisième des conditions,
c'est que cette substance-là, elle doit faire partie intégrante d'un processus de production. C'est-à-dire que mes fans de carottes, si je veux qu'elles restent un sous-produit, il ne faut pas qu'il y ait une opération supplémentaire pour pouvoir isoler ces fans de carottes qui se fassent en dehors de mon établissement, de manière à ce que ça garantisse l'usage pour un acteur extérieur. Il faut vraiment que ça se fasse d'un seul trait, il faut que ça soit sous une seule opération et que derrière, il n'y ait pas besoin d'opérations supplémentaires pour le réutiliser. Les deux dernières conditions sont des conditions qui peuvent se regrouper, qui sont plus associées aux notions de conditions sanitaires, environnementales et de respect des prescriptions associées aux produits. Mon sous-produit, bien entendu, il devra satisfaire aux conditions et aux réglementations associées au produit, donc à l'information de mon producteur sur ses qualités, sur ses qualités et tous ces éléments associés à la réglementation produit. Donc, grosso modo, quelques petits exemples, quelques petits exemples de sous-produits. Je vous ai dit, on peut avoir les fans de carottes, on peut avoir les chutes de textiles, tout ce qui est associé aux copeaux ou sur de bois qui pourraient à terme être utilisés pour pouvoir faire des pelés. Les tourtes de graines de tournesol, lorsqu'on va vouloir en extraire les huiles, on va irrémédiablement avoir des sous-produits qui sont liés à cette activité-là. Donc, c'est tout ce qui est, comme le dit la définition, non intentionnel et indissociable d'un processus initial. Donc, grosso modo, lorsque vous allez vous retrouver dans une synergie qui peut potentiellement concerner un sous-produit, il faudra justifier au cas par cas qu'on satisfasse bien les critères du sous-produit, donc se renseigner avec le producteur du sous-produit qu'on a bien l'ensemble de ces conditions qui sont respectées et derrière essayer de voir éventuellement ou de valider avec les instances réglementaires, donc potentiellement avec la DREAL, qu'on est conforme à cette réglementation. L'avantage aujourd'hui qu'on a sur la partie sous-produit, c'est qu'il n'y a pas ou peu de cadrage réglementaire, donc il y a peu ou pas d'instructions nationales qui nous encadrent un petit peu l'usage de ces sous-produits. Grosso modo, à partir du moment où vous avez un sous-produit dont vous êtes sûr qu'il n'y a pas de caractéristiques dangereuses, c'est quasiment une voie assurée pour favoriser votre synergie à condition que toutes les conditions soient respectées. Voilà pour les deux approches qui vous permettent aujourd'hui de faciliter, qui sont les plus simples, qui sont certes assez denses par rapport à ce que je viens de dire, mais qui sont assez simples pour pouvoir favoriser le développement d'une synergie. Je vais basculer maintenant sur tout ce qui est associé aux procédures plus complexes, donc essayer à partir de ma fan de carotte qui est devenue un déchet, de refaire une fan de carotte comestible, donc une procédure un peu plus complexe sur laquelle je ne m'éterniserai pas forcément très longtemps parce que Elodie et Aubéry vous en dévoileront un peu plus en détail les secrets de ces sorties de statut de déchets. Donc c'est des cas qui sont un peu plus compliqués, avec des projets qui ont forcément pris le statut de déchet et pour lesquels vous allez avoir deux issues. Une sortie que l'on appelle soit explicite, qui est grosso modo un déchet qui va sortir d'une installation de traitement de déchets ou d'une ICPE pour pouvoir redevenir un produit. Là, à ce moment-là, à la différence du sous-produit, ce n'est plus en fait au producteur de valider lui-même les conditions qui sont aujourd'hui affichées à l'écran et qui sont plus ou moins les mêmes que celles du sous-produit, donc garantir l'existence d'un marché ou d'un usage, confirmer qu'il existe bien une demande sur cet objet, s'assurer qu'on remplit bien les conditions associées à la réglementation produit et valider qu'il n'y a pas d'effet nocif pour l'environnement ou pour la santé. Donc, à partir du moment où ces éléments sont validés et il y a derrière une autre maille, en fait, il y a derrière une autre réglementation qui est soit issue du droit communautaire, soit issue du droit national, qui vient fixer pour certaines catégories de déchets des critères spécifiques et des obligations ou des conditions de contrôle qu'il faudra satisfaire. Donc, à chaque fois que vous souhaiterez mettre en place une synergie à partir des déchets éventuels qui sont spécifiés aujourd'hui à l'écran, il faudra aller se renseigner auprès de l'arrêté, du décret ou de la réglementation existante pour pouvoir vérifier l'ensemble des conditions existantes et s'assurer qu'on les satisfasse bien une à une, de manière à pouvoir derrière valider la sortie explicite. C'est généralement des sujets qui ne se font pas tout seuls, où il faut se faire encadrer soit par des cabinets d'avocats ou des juristes sur ces sujets-là. Petite parenthèse, arrivée avec la loi AGEC, tout ce qui est associé aujourd'hui aux activités de préparation en vue de la réutilisation
Donc toutes les filières qui sont associées à ces notions de réutilisation, de préparation en vue de la réutilisation, devraient voir arriver une sortie de statut de déchets explicite simplifiée dans les prochains mois, en fonction de l'actualité réglementaire. L'autre levier qu'il est possible d'actionner lorsque l'on a une matière ou un produit qui a pris le statut de déchet, c'est de passer par cette notion de sortie de statut implicite, qui, elle, concerne directement, en gros, des produits finis ou intermédiaires qui seraient fabriqués justement à partir de matières premières secondaires et qui auraient des propriétés identiques à un produit uniquement fabriqué avec des matières vierges. Donc, grosso modo, là, on est sur toutes les activités qui vont être codifiées réglementairement en tant que ICPE, soumises à la rubrique fabrication de, préparation de, transformation de. Donc ça, c'est une des premières conditions qu'il faudra vérifier que l'entreprise qui génère ce déchet-là est bien codifiée aux réglementations d'installation classée pour l'environnement à ces notions-là. Donc grosso modo, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être assez évidentes pour des industriels de la papeterie, de la scierie, de la fabrication de polymères. Même les fabricants de verre. Et les autres conditions qu'il faudra satisfaire pour pouvoir sortir de ce statut de déchet de manière implicite, c'est qu'en plus de ça, l'activité qui reçoit la matière est dans ces rubriques une classification ICP associée à la notion de transit de déchets. Et que, comme je vous l'ai dit, l'objet qui en sera issu devra présenter des caractéristiques plus ou moins similaires à s'il avait été fabriqué avec des matières vierges. Donc, ce qui implique tout un processus de qualité et de contrôle pour garantir le respect de la condition et garantir la conformité de la sortie implicite du statut de déchet. Donc, quelque chose là aussi encore d'un peu plus lourd et d'un peu plus complexe à mettre en œuvre pour pouvoir valider cette synergie. Dernier petit point et petit focus sur lequel je vais passer assez rapidement. Donc là, on a balayé tout ce qui était les règles associées aux synergies de substitution. Il y a aussi quelques règles à suivre lorsque vous allez être confronté à des synergies de mutualisation, grosso modo des prêts mutualisés de concasseurs ou de bennes ou ces éléments comme ça. Là, encore une fois, et ça va rebondir par rapport à un petit conseil que je vous avais dit, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui est monétarisation de l'échange. Parce qu'à partir du moment où on monétarise l'échange, en fait, vous allez tomber sur des notions de contrat de location, de mise à disposition onéreuse, qui vont impliquer des niveaux de garantie assez importants, que ce soit en termes de responsabilité, d'assurance et d'exclusion, qu'il faudra vérifier et qu'il faudra conformer à l'ensemble des opérateurs qui seront confondés pour vous assurer que tout le monde respecte les conditions associées à ce contrat de location et donc que la synergie puisse se faire. Donc là-dessus, c'est un peu plus complexe à chaque fois qu'on essaie de monétariser. Grosso modo, si on synthétise un petit peu tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai conscience que ça peut être assez dense et assez complexe, mais en tant qu'animateur de démarche, demain, lorsque vous vous confronterez à une synergie ou à une potentielle synergie, l'un des premiers réflexes que vous devez essayer d'avoir, c'est de qualifier les flux concernés. Est-ce que je suis face à des produits, des sous-produits ou des déchets ? Pour la simple et bonne raison qu'en fonction de la qualification de ce flux-là, vous allez pouvoir derrière déterminer le type d'opération qui pourra être associé. Soit je vais pouvoir passer sur du réemploi, soit passer sur de réutilisation, soit passer par du recyclage. Et donc, intimement, en fonction de la qualification du flux concerné et de l'opération qui est déterminée par la suite, définir et vérifier l'ensemble du cadre réglementaire et des démarches qui sont requises pour l'acquérant et pour le cédant, de manière à se conformer à la réglementation. Si vous êtes sur un sous-produit et que ce sous-produit est destiné à être utilisé dans une entreprise extérieure, il faudra bien entendu faire attention à ce que le producteur du sous-produit vérifie l'ensemble des conditions qu'on a énumérées tout à l'heure sur la slide associée au sous-produit. Une fois que vous avez ces démarches réglementaires qui sont vérifiées à la fois pour le statut de la matière, le type d'opération et les qualifications du cédant et de l'acquérant, il faudra éventuellement derrière déployer, si jamais les conditions ne sont pas existantes, le procédé pour pouvoir garantir le respect des obligations. Donc mettre en place toute une ingénierie juridique de manière à ce que votre synergie en fait soit conforme aux textes réglementaires qui aujourd'hui existent dans le corpus de texte. Et enfin, une des dernières choses sur lesquelles je n'ai pas trop insisté lors de la présentation, mais qui est assez importante, c'est d'essayer de garder une trace écrite de toutes ces opérations inter-entreprises qui concernent des produits, des sous-produits ou des déchets,
pour pouvoir justement satisfaire aux obligations d'information du cédant, pour pouvoir aussi entériner et acter le transfert de propriété lorsqu'on est sur un produit ou un sous-produit et que l'on veut mettre en place une procédure de réemploi, et pour éviter aussi derrière, au travers de cette contractualisation, toute notion de monétarisation de l'échange et de la prise du statut de déchet. Donc, voilà un petit peu les 5 étapes aujourd'hui qui synthétisent la démarche que je viens les petites règles que je viens de vous préciser. C'est quelque chose qui peut être assez instinctif lorsqu'on maîtrise en fait ces notions de produits, sous-produits, déchets, réemploi, réutilisation, recyclage. Dans tous les cas, aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de passer par ce cheminement-là. Et si vous avez un doute, d'essayer de revenir vers le centre de ressources pour qu'on essaie d'apporter un éclairage éventuel sur votre situation et vous essayez de vous débloquer sur ces sujets-là. Dernière petite chose qu'il existe et que je vous ai mis à l'écran, je vous ai parlé de notion de contractualisation des échanges de biens ou de produits. L'ADEME a récemment publié un guide à destination des animateurs de démarche d'écologie industrielle dans lequel il y a la proposition d'un contrat de convention qui reprend un petit peu toutes ces normes pour pouvoir encadrer les différentes pratiques associées à l'échange de produits, de biens. J'en ai fini pour ma partie. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit temps d'échange. J'espère, Aubéry, Élodie, Mélanie, que je n'ai pas dit trop de bêtises. Est-ce que Jean, on a eu des petites questions dans le chat sur cette première partie? Oui, on avait une question de Magali qui demandait ce qu'il en était des films plastiques qui seraient récupérés pour refaire des billes de PEHD. Est-ce qu'on est dans le scénario de subproduit ou est-ce qu'on est dans la notion de déchet? Est-ce qu'il y a un statut de déchet? Nous, on a Merci Magali. Si tu veux, on a une première partie de réponse, Florian. Oui, vas-y. Si on peut prendre la parole. Ah oui, je vais la passer aux experts, moi, du coup. Ouais, je sais pas, mais on va essayer de faire une réponse parce que, comme à chaque fois, effectivement, l'enjeu de définition de déchets ou sous-produits, c'est ce qui va conditionner toute la suite des synergies mises en place. Là, en l'occurrence, au niveau des films plastiques, il y a une première question très basique à se poser, c'est de savoir si ce film plastique est souillé par des éléments en fait alimentaires ou autres. Et à partir du moment où cet élément est souillé, en fait, il passe automatiquement sous le statut de déchet. Donc, ça limite, voilà, ça induit une chaîne de prise en charge très spécifique quand on tombe sous le statut de déchet. En revanche, si c'est pour un réemploi ménager chez soi, bien évidemment, là, on reste dans quelque chose de logique et vertueux en privilégiant le réemploi. Mais si on est sur des processus industriels et que ce film plastique est souillé, entre guillemets, d'une autre matière, le statut de déchet s'applique d'office. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question, Jean ou Magali? Est-ce que ça répond plus ou moins à la question? Pas de retour de personne. Je vous propose... Ah pardon, j'avais pas réactivé mon micro. Non, c'était juste, je revenais sur ce cas parce que je me dis que les films plastiques, vous savez, qui servent à emballer des palettes, des cartons, c'est quand même du coup des films plastiques c'est des gisements qu'on retrouve assez régulièrement. Et ça reste, quand il n'est pas souillé, je suis d'accord avec vous, ça reste une matière qui est finalement, j'ai envie de dire, presque noble et qui peut rentrer dans une valorisation, voilà, pour refaire des billes. Mais là, du coup, Magali, Aubéry, tu me dis si je me trompe, mais par rapport à ce que tu dis, tu parles de notion de valorisation. Donc là, concrètement, rien que par rapport au scénario que tu définis, on est sur un changement d'état du produit initial qui s'apparente à une activité associée au recyclage. Donc indirectement, on tombe sous le statut de déchet, hein, je pense. Aubéry? Tout à fait. Et du coup, pour être sûr d'avoir compris ton déroulé, quand tu disais qu'il y avait, alors, je ne sais pas si tu peux juste remonter, c'était une ou deux slides avant, comme ça je serais sûre de ne pas... Voilà, celle-là, pardon. Celle-là, hop là.
Non, Celle-ci celle d'après, l'implicite. D'accord, oui. Là, quand tu disais, par exemple, typiquement, c'est celle qui récupère ces films plastiques, qui doit être justement une usine, une UCPE de fabrication, disons, de sachets plastiques, et donc qui est légitime à récupérer ces films plastiques pour venir substituer de la matière vierge par ce plastique récupéré, ou c'est celui qui produit ce film plastique qui doit être cette ICPE? Ça, j'avoue, je n'avais pas compris là. Alors, encore une fois, Aubéry, tu me dis si je me trompe, mais moi, je comprends comme étant la personne qui acquiert cette matière-là. Cette matière-là. Ok. C'est ce qui Aubéry, paraît très logique. Ouais. tu confirmes, Aubéry, du coup? Oui, mais du coup, ça, c'est un élément qu'on pourra expliquer avec notre présentation Oui. après. Parce qu'il y a une Parfait. évolution qui est en cours justement sur cette notion. On a Merci une beaucoup. deuxième question de Cyrielle. On prend l'exemple d'un menuisier qui produit, de par ses activités, des copeaux de bois lors de l'usinage de ses pièces. Est-ce que ces copeaux prennent le statut de déchets ou est-ce qu'ils sont considérés comme un sous-produit? Tout dépend de l'usage qui en est fait derrière, en fait. Aubéry L'usage, ça Price. serait de l'utilisation en pellets. Là, ça fait typiquement partie des cas où nous, on a besoin en fait, de faire plus de recherches sur ces thématiques. Effectivement, on est sur quelque chose finalement qui est une matière produite dans le cadre d'une activité de transformation qui est le bois, du coup, en produit d'origine. Les copeaux sont donc on va dire des résidus de production. Et donc, c'est vrai que l'enjeu de déchets ou sous-produits, on va dire qu'économiquement, ça peut être pertinent de le classifier en sous-produit parce que derrière, on peut le renvoyer vers une utilisation, effectivement, de reconditionnement en pellet. Et en fait, là, aujourd'hui, on a j'allais dire un vide juridique, mais c'est un peu le cas, c'est que c'est pas strictement bordé à définir comme un déchet ou comme un sous-produit. Donc, il faut profiter d'une opportunité pour justement identifier si pour son activité, c'est pertinent de plutôt le faire passer en statut de déchet avec une prise en charge de déchets, donc de valorisation peut-être énergétique, ou du coup plutôt de le passer en sous-produit et d'alimenter une autre filière de création de d'autres produits comme les pellets. Donc, on aurait plutôt, nous, tendance à avoir une interprétation, là, dans le cas présenté, de dire que ce sont des sous-produits. Mais voilà, tout dépend du cadre d'interaction entre l'entreprise génératrice des copeaux de bois et l'organisme générateur des pellets. J'ai un peu la même. Bonjour à tous, Marie Pentier dans le Lot-et-Garonne. J'ai un peu la même situation avec une entreprise qui va investir dans un broyeur, histoire de valoriser, de broyer des cagettes en bois. Et du coup, qui au départ agissait davantage pour optimiser le transport en broyant le bois de ces cagettes, qui au final, après le diagnostic IIT, j'ai pu les mettre en relation avec une autre entreprise qui disposait d'une chaudière et pour qu'ils puissent directement leur donner les, enfin pas donner, mais leur qu'il y ait une synergie en tout cas avec une valorisation énergétique de ces copeaux de bois. Et du coup, là, c'est vrai qu'on était un peu confrontés à ce vide juridique de savoir est-ce qu'ils pouvaient effectivement, est-ce que ces copeaux de bois pouvaient être, quelle responsabilité il y avait de la part de l'entreprise qui donnait ces copeaux de bois. Est-ce qu'il fallait que ça se passe par du don ou est-ce qu'ils pouvaient les vendre? Enfin, il y avait aussi cette question-là qui avait été soulevée. Bon, depuis, j'ai pas relancé les échanges, mais vu que ça va être
Enfin voilà, je vais devoir revenir vers elle. Je ne sais pas si vous auriez davantage d'indications sur justement entre le don ou à partir du moment où ils vendent à un prix très faible ce type de ressources, comment ça se passe au niveau juridique, au niveau de la responsabilité. Si je reprends, Marie, du coup, si je comprends bien, tu as une personne qui est détentrice de copeaux et une personne qui a une chaudière biomasse, c'est ça? Et en gros, il y a une synergie entre les deux? Ou il y a une C'est ça. personne qui... Ok. Et l'idée, c'est que la personne détentrice, elle voudrait les vendre pour la valorisation énergétique de l'autre personne, c'est ça? C'est ça. Ok. Euh, Je laisse la main au Berry. En toute transparence, on sèche un peu sur ce genre de synergie. Ça nous demande d'avoir un peu plus d'éléments de contexte qu'on peut peut-être échanger peut-être après ce webinaire pour avoir plus d'éléments, parce que là, on est vraiment sur des cas, s'il y a transaction économique, il faut vraiment qu'on rediscute de la classification déchets ou sous-produits. Et ça, c'est pas un élément très facile à faire là. Et dans ce cas-là, du coup, Aubéry, est-ce que ça pourrait pas rentrer dans la sortie de statut de déchets explicite associé au broyat de bois d'emballage ou ces éléments-là L'élément premier, c'est vraiment la classification d'origine. Donc, Ouais. en fait, si on est sur un sous-produit, la sortie du statut de déchet n'a pas lieu d'être. Et effectivement, il faut s'interroger sur est-ce qu'on est sur un don ou est-ce que du coup, on est sur une matière première, entre guillemets, une matière première pour une seconde activité. Ou est-ce que du coup, c'est un déchet et dans ce cas-là, la transaction économique est strictement interdite. Et donc, on peut être sur une chaîne de valorisation du coup de ce déchet. Là, dans ce cas-là, la valorisation énergétique. Là, dans ce cas-là, l'entreprise ne veut pas forcément faire de bénéfices sur cette matière-là, mais au moins, par rapport au temps passé pour broyer la matière, pour tout ce qui est manutention, parce qu'ils vont l'envoyer aussi, ils vont s'occuper du transport. Donc, il y a beaucoup Alors, de si temps qui va être passé. Donc, voilà, le Ouais. don, ça serait difficile pour elle de faire passer ça sous forme de don parce qu'il y a quand même pas mal d'énergie qui est mise avec du temps humain aussi à la préparation de ce sous-produit du coup. Du coup, après, l'autre enjeu, c'est que si on passe sous un statut de déchet avec une valorisation, il y a uniquement certaines installations qui sont autorisées à faire de la valorisation de déchets. Donc, il faut s'assurer du coup de ce statut ou cette autorisation de traiter des déchets pour l'entreprise du coup qui récupère ces copeaux. Donc après, il y a d'autres enjeux administratifs pour l'entreprise, la structure récupérant en fait ces copeaux pour une valorisation énergétique. Parce que derrière, vous, en tant que producteur du déchet, l'entreprise productrice des copeaux est productrice de déchets et se doit d'avoir des retours d'informations sur l'issue finale du déchet qu'elle a produit. Donc là, on rentre dans d'autres mécaniques juridiques de justification et de traçabilité des déchets. Et puis, il n'y a pas une histoire aussi de classification du bois, parce que le bois, là, il faut qu'il soit de classe A. S'il veut partir simplement dans une chaudière, il ne faut pas qu'il soit souillé, il ne faut pas qu'il ait été traité. Alors, on pourrait croire que c'est le cas pour les cagettes, mais et puis il y a la présence des agrafes métalliques qui doit aussi être questionnée, parce que tu ne peux pas te permettre d'alimenter une chaudière avec ces parties métalliques. Au niveau des agrafes, pour le coup, ça avait été mentionné et là, étant donné, vu la chaudière, il y aurait pas de souci. Le souci, c'est plus sur le broyat en lui-même et puis le calibre du broyat reçu, où il faut vraiment qu'on voit avec l'entreprise productrice des déchets, s'ils vont bien investir dans un broyeur qui est capable de fournir un calibre adapté pour être valorisé en chaudière. Mais au niveau des agrafes,
j'avais posé la question et ça a été étudié au niveau de l'entreprise qui dispose de la chaudière et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on prend une dernière question, Florian? Allez, 5 minutes. Alors, on a une dernière question de Clarisse de Cyclades qui a des pots de plastique qui sont sortis de la bonne DIB d'un paysagiste et qui sont mis à disposition de particuliers en zone de gratuité en déchetterie. Est-ce qu'on est dans le statut de réemploi, de réutilisation, sachant qu'on garde le même usage, je pense, mais bon, ils ont été collectés avec d'autres produits, d'autres déchets, pardon. Est-ce que j'ai été clair? Oui, tout à fait. Mais enfin, les réponses ne sont pas simples. Je me doute. Hein. C'est pour ça que peut-être qu'il faudrait amener les animateurs à préciser leurs demandes et puis à les traiter ultérieurement, parce que là, c'est compliqué pour vous de répondre, vu la complexité de la réglementation, de répondre comme ça au pied levé. Donc, moi, ce que j'amènerais à faire pour les gens qui ont des questions, c'est de effectivement rédiger une question avec le plus d'éléments possible et de la transmettre à Aubéry et Elodie à la fin du webinaire. Aubéry, Elodie, du coup, quels seraient les éléments dont vous avez absolument besoin pour pouvoir évaluer de manière assez complète une situation comme celle-ci? Si vous avez quatre points d'étape, enfin 4 éléments indispensables. Dans un premier temps, donc là on a quelques infos sur les modalités de collecte. On connaît la localisation du pot plastique pour ne pas lui donner de statut. Implicitement, on part plutôt sur l'idée d'un classement déchets, donc avec une notion de réutilisation plutôt que de réemploi. Mais c'est pas si simple parce que la déchetterie a des statuts particuliers. Nous, on a plutôt vocation à s'adresser habituellement à des industriels. Et donc, il faut qu'on vérifie parce qu'il y a parfois des tolérances qui sont accordées dans certains lieux de collecte comme les déchetteries ou les matériothèques ou des choses comme ça. Et la réglementation est en très grand mouvement en ce moment sur tous ces sujets. Donc, voilà, plutôt que faire une réponse un peu aléatoire ou un peu évasive, on préfère du coup s'assurer des éléments actuels et les projets à venir pour peut-être proposer une réponse plus opérationnelle, on va dire, sur ces sujets. Et ce qu'il vous faudrait comme information, c'est quoi? C'est la matière, l'état de, la matière, l'activité du cédant, l'activité de l'acquéreur potentiellement, et les modes d'échange, les modes de collecte. Par exemple, ouais. Et l'utilisation future également. L'utilisation future. Connaître la destination. Ouais. Ok, donc si vous avez une demande à formuler à Aubéry et Elodie, voilà, essayez de renseigner un petit peu ces informations-là. Si je peux me permettre, je pense que le point de contact, il vaudrait mieux que ce soit Jean. Parce que du coup, c'est un des animateurs que vous avez l'habitude de côtoyer au sein du centre de ressources. Et puis, pour rebondir sur Marion qui dit bien sûr que les réponses aux questions vont intéresser finalement tout le monde. Donc, on a plutôt intérêt, nous, animateurs du centre de ressources, à collecter l'ensemble de vos questions. Et on a certains volumes de temps qui est dédié de la part des juristes de l'APESA pour pouvoir accompagner le centre de ressources. Mais il faut aussi qu'on le planifie dans le temps. Parce que voilà, on ne pourra pas comme ça du jour au lendemain mobiliser pendant toute une semaine, par exemple, les juristes pour répondre à vos questions. Donc, il faut qu'on puisse le gérer. Donc, d'où plutôt une formalisation des questions et qui soit, par exemple, orientée vers Jean. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on écoulera les questions et on fera des retours collectifs pour que tout le monde puisse en profiter.
Juste si je peux compléter là sur les aspects déchetterie, au-delà d'avoir un cas pratique, je pense que c'est une vraie question que se posent beaucoup de déchetteries, et notamment toutes celles qui mettent en place des zones de réemploi. Et ce qui pourrait potentiellement être fait, c'est justement une explication de ce qui est possible de faire ou non dans une zone de réemploi. Je sais que notamment les questions de est-ce que le déchet est déjà passé dans une benne ou est-ce qu'il a été trié en amont et passé directement dans la zone de remploi? Voilà, c'est ce genre de critères et d'informations qui pourraient être explicités dans la note et qui pourraient, à mon avis, servir à toutes les collectivités qui ont une compétence déchets et déchetterie et qui sont dans le projet ETNA. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'était Alexandre. Ok, super. On va clôturer ce temps d'échange et puis je vais donc laisser la main à Aubéry et désolé, Mélanie, c'est ça? Élodie. Élodie, pardon. J'arrive pas. Pour qu'elle vous présente un peu plus en détail en fait tout ce qui est associé à la sortie de statut de déchets. Donc je vous laisse la main et n'hésitez pas à me dire quand est-ce que je dois passer les slides. Ça marche? Très bien, merci. C'est parti. Donc bonjour, parce que du coup je crois qu'on a oublié de se présenter au début. Donc effectivement, nous sommes Élodie et Aubéry, nous sommes juristes à l'APESA, donc on est des juristes SSE, donc spécialisés en santé, sécurité et environnement. Nous sommes basés à la fois à Bordeaux et à Pau, pour être au plus proche de notre clientèle. Notre activité première, en fait, c'est de réaliser de l'information. Donc, c'est récolter de l'information, plus précisément. On veille quotidiennement différents supports. Donc, on a plutôt vocation à veiller des textes réglementaires, que ce soit à l'échelle étatique ou européen. Mais autre particularité, c'est qu'on veille également des projets. L'objectif étant d'essayer de comprendre un peu des tendances sur les sujets à venir. Et donc, pour prendre l'exemple, les déchets est un sujet dont on avait senti qu'il serait très mouvant pour les prochains mois, et ça s'est avéré du coup depuis le début de l'année. Notre métier nous amène aussi à être consultante, c'est-à-dire nous sommes présentes sur le terrain et nous avons vocation à accompagner en fait des industriels, à la fois pour comprendre la réglementation qui leur est applicable et comprendre comment elle doit s'appliquer sur le terrain. Donc on a plutôt tendance à avoir des lectures très opérationnelles des textes. En général, on pose un contexte pour expliquer un peu les grandes lignes et ensuite on étudie au cas par cas les conséquences. C'est pour ça qu'on a souvent le réflexe de vous demander d'avoir plus de précision sur, par exemple, le statut ICPE de vos organismes ou quelle est la destination des déchets ou des produits que vous voulez réemployer ou recycler. Voilà, donc c'était pour expliquer un peu notre mode d'intervention, on va dire, quotidien. Voilà. Et donc, typiquement, comme on le disait, c'est que notamment cet été, il y a une petite, pas une révolution, mais une petite évolution en matière de statut, de sortie du statut de déchet, puisqu'en fait, le cadre de la procédure de sortie du statut de déchet a évolué de manière favorable à tout producteur et tout détenteur de déchets. C'est-à-dire qu'auparavant, seuls des établissements ICPE spécialisés sur certaines rubriques étaient autorisés à réaliser des sorties du statut de déchet, ce qui réduisait en fait énormément les cas où il était possible de sortir des déchets et de les rendre de nouveaux produits mis sur le marché. Cette barrière a été complètement enlevée par le décret 2021-380 du 1er avril de cette année, et il était assorti d'un arrêté. Donc du coup, il y a le cadre qui a été posé et dans la même journée, le contenu de comment doit s'opérer ces opérations de sortie de statut de déchet a également été décrit.
Et donc, du coup, tout l'enjeu de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu ces évolutions. Donc, première évolution, tout détenteur ou producteur de déchets est maintenant autorisé à mettre en place un processus de sortie du statut de déchet, du déchet qu'il souhaite remettre sur un marché. Cela concerne tout type de déchets, à l'exception de ceux participant à la chaîne de fertilisants. Voilà. Que dire de plus au niveau de... Mais ça, on va le décrire un peu plus tard dans notre présentation, juste pour amener le sujet, c'est que pour sortir du statut de déchet, on doit suivre tout un processus avec différentes étapes de retraitement en fait, du déchet. Et à l'issue, on doit effectuer des contrôles. Ce contrôle, le ministère peut imposer qu'il soit réalisé par un tiers pour vérifier l'efficacité des traitements qui ont été opérés sur le déchet. Mais ça, on va le décrire un petit peu plus. La notion de tiers est assez importante puisque bien, les garde-fous qui étaient présents auparavant sont levés. Et donc, tout à chacun est en possibilité de demander des sorties du statut de déchet. Et donc, il est nécessaire de mettre quand même des garde-fous à la fin du processus. Et ce tiers peut être diligenté par le ministère de l'Environnement pour réaliser ces contrôles avant la remise sur le marché des nouveaux produits. On peut passer, je pense, à la slide suivante. Donc, petit rappel du contexte, la sortie du statut de déchet, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure, donc ce sont des opérations techniques, des procédés qui vont permettre à un déchet de subir donc, différentes étapes de valorisation afin d'être réutilisé et recommercialisé, c'est-à-dire d'être remis sur le marché comme un nouveau produit. On vous a proposé un petit schéma pour essayer d'éclairer un peu nos propos et surtout vous montrer, vous expliciter les nouveautés de cet été. Donc pour rappel, c'est une sortie du statut de déchet ne peut être qu'à l'initiative du producteur ou du détenteur du déchet. Cette initiative, elle va engendrer des obligations auprès du détenteur ou producteur du déchet qui souhaite faire cette opération de sortie du statut de déchet, qu'on décrira juste après. Ce détenteur ou ce producteur devra s'assurer qu'il existe un cahier des charges expliquant quels sont les critères qui vont permettre de réaliser cette sortie du statut de déchet, soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle étatique. La sortie du statut de déchet, elle va concerner maintenant tous les déchets, sauf ceux qui participent à la chaîne de production de fertilisants. Elle s'opère par des procédés et des techniques de traitement, de valorisation du déchet pour le rendre de nouveau un produit pouvant être mis sur le marché. Cette sortie du statut de déchet, elle peut concerner soit des objets, soit des lots de produits, soit des substances. Pour ce faire, elle sera également accompagnée d'un système qualité, puisqu'il va falloir prouver en fait que toutes les opérations réalisées pour faire sortir ce déchet du statut de déchet ont été suffisamment efficaces pour lui permettre de présenter des qualités identiques à un produit neuf. Et à l'issue, cette preuve sera étayée par une attestation de conformité qui sera délivrée par la personne ou l'organisme à l'initiative de la sortie du statut de déchet. Donc soit le producteur, soit le détenteur du déchet. Du coup, on va pouvoir poursuivre avec les différentes étapes pour essayer d'éclairer notre propos. Comme on l'a indiqué, la sortie du statut de déchet est conditionnée par des critères, c'est-à-dire que ce sont des procédés
et des opérations qui sont strictement définies pour permettre aux déchets de tendre vers une remise en état qui permet d'assurer aucun danger en termes de santé, sécurité, environnement, et redevenir un produit comme si c'était un produit de première origine. Donc, première étape à réaliser quand on souhaite faire une sortie du statut de déchet, c'est d'une s'assurer qu'on est sur une matière qui n'est pas assimilable à des fertilisants ou pouvant participer à la création de fertilisants. Il faut être soit le détenteur du déchet, soit le producteur. Et en instaurant cette initiative de sortie du déchet, il y a 2 étapes primordiales. C'est d'abord de vérifier s'il existe des critères de sortie de déchets pour le lot ou le produit que l'on souhaite faire sortir du statut de déchet à l'échelle européenne. S'il n'y a pas de critères à l'échelle européenne, il faut opérer la même observation auprès des différents arrêtés en droit français. Et si ce n'est pas le cas, vous devez adresser un dossier de demande de critères auprès du ministère de l'Environnement. Ce dossier, qui est adressé au ministère de l'Environnement, peut être réalisé soit de manière individuelle, un producteur ou un détenteur souhaite prendre en charge l'intégralité du processus de sortie du statut de déchet, ou alors on peut créer une synergie à plusieurs opérateurs permettant la sortie du statut de déchet par l'application de différentes opérations de traitement. Et dans ce cas-là, cette demande peut être faite conjointement. Le contenu de la demande, le contenu de ce dossier de demande, c'est un dossier en fait, c'est un dossier technique où il est demandé en fait de prouver que toutes les opérations qu'on souhaite appliquer sur ce déchet sont autorisées et suffisamment efficaces pour qu'à l'issue, il soit de nouveau un produit de seconde vie, donc présentant aucun danger pour la santé, la sécurité et l'environnement du futur utilisateur. Et il sera également demandé un résumé non technique, puisque ce résumé non technique est voué à être présenté aux besoins à des publics non avertis sur ces sujets. Donc il faut rendre en fait le projet audible et compréhensible par tout public. À l'issue, donc le ministère atteste de la réception de ce dossier et l'instruit pendant un certain temps. Aujourd'hui, on n'a pas le délai d'instruction de ces sujets. Et ensuite, il va rendre une décision, donc c'est-à-dire que soit il va refuser le dossier en expliquant que ce n'est pas, que les critères ne sont pas suffisamment étayés, ou alors il établit des critères. Et il peut également demander des analyses complémentaires sur le dossier par des tiers spécialisés. C'est-à-dire qu'il va obliger le demandeur, la personne à l'initiative de cette demande, d'être encore plus critique sur son procédé pour tendre à une amélioration du processus de sortie du statut de déchet. Le ministère, il va statuer aussi sur ces critères en vérifiant que la pertinence à sortir du statut de déchet, du déchet que vous présentez, c'est-à-dire que derrière, il faut attester qu'il y a un marché qui attend le nouveau produit que vous allez générer et que ce marché est suffisamment vertueux pour que toute la chaîne de prise en charge qui va être mise en place soit suffisamment pertinente pour que ça soit mis en place et que la mise en place de critères soit validée. Que dire de plus? Donc oui, c'est le ministère conjointement avec le demandeur qui établit ces critères. En fait, c'est le demandeur qui induit les critères qui devront être pris par le ministère. Le ministère les valide ou les corrige. L'objectif, c'est déjà de définir et valider quels sont les déchets entrants. Donc on l'a expliqué tout à l'heure. Ça peut concerner soit des lots de déchets, soit des objets, soit des substances. Donc la qualification du déchet est très importante, puisque si vous avez une autorisation pour un type de déchet, vous ne pouvez pas y englober d'autres types de déchets, ce qui paraît assez logique.
Ensuite, les critères vont définir aussi les bons traitements, entre guillemets, c'est-à-dire les justes traitements et procédés à appliquer. C'est-à-dire que toute la chaîne doit être réfléchie pour qu'à chacune des étapes, il y ait une plus-value et un avancement dans la sortie du statut de déchet. Donc, on tend de plus en plus vers un produit final par l'application de ces procédés. Et il faut que ces procédés et techniques soient suffisamment aussi garants de la bonne santé, sécurité et environnement, à la fois pour le produit et à la fois pour les opérateurs réalisant ces traitements. Il va également définir tout ce qui va être critères qualité, c'est-à-dire qu'il va définir quelles sont chacune des étapes de contrôle qualité à réaliser. Il faudra également décrire toute la chaîne de traçabilité des opérations réalisées et de l'évolution du produit vers un statut de non-déchet. Et il faudra également vous appuyer sur un manuel qualité qui induira du coup des vérifications aussi au niveau des normes applicables aux produits vers lesquels vous tendez en faisant sortir votre déchet du statut de déchet. Et enfin, il va également décrire que devra contenir en fait votre attestation de conformité concernant soit le lot, soit l'objet, soit la substance pour laquelle vous avez fait la demande. Une des particularités qui a été apportée en avril dernier, c'est qu'avant la remise sur le marché du produit, le ministère peut obliger, dans l'arrêté qui va définir vos critères de sortie du statut de déchet, qu'un tiers réalise des contrôles de toute la chaîne de prise en charge du déchet jusqu'à l'attestation de conformité. Il aura un regard critique à la fois sur les techniques appliquées, mais également sur les étapes de contrôle qualité. Et il aura également un regard critique sur la pertinence du marché et le niveau de qualité du produit qui a été généré par cette sortie du statut de déchet. Donc ce tiers ne peut pas être une personne intervenant dans la chaîne de sortie du statut de déchet. Ce tiers doit également être une personne accréditée ISO 14001 et ayant déjà des activités en lien avec une chaîne de prise en charge des déchets. Donc il faut qu'elle soit déjà spécialisée sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de liste définie sur qui sont ces tiers pouvant réaliser ces contrôles. Par contre, le ministère doit avoir un regard de validation a priori sur les tiers que vous souhaitez solliciter dans ce contrôle. Voilà. Ensuite, sur la suivante. Donc, sur la slide suivante, on vous propose un rappel sur qu'est-ce que le processus qualité qui est demandé dans cette opération de sortie du statut de déchet. Donc, en l'occurrence, on rappelle que c'est bien un arrêté ministériel qui va définir les critères du statut de déchet. Et comme on vient de le dire, effectivement, ce tiers accrédité pouvant intervenir dans cette chaîne de vérification de la qualité, il doit être accrédité ISO 14001 et justifié d'une activité dans les domaines correspondant à la sortie du statut de déchet. Quant à la fréquence du contrôle, la procédure, les techniques de contrôle ou les modalités d'échantillonnage, ça c'est également défini à l'intérieur de l'arrêté. Donc il faut bien comprendre que la rédaction de cet arrêté, s'il n'existe pas déjà et que vous souhaitez le façonner, eh bien, il sera votre guide à la fois pour opérer la sortie du statut du déchet, mais ça sera également votre guide technique sur la bonne justification du produit que vous souhaitez générer. Donc, la rédaction de cet arrêté a un intérêt assez important. Donc, plus votre dossier de demande sera précis et en cohésion avec votre projet, et plus l'arrêté répondra en fait à votre besoin et vos objectifs. Voilà. Et on vous propose une dernière slide concernant l'attestation de conformité. Comme ça, on a l'impression que c'est un document parmi d'autres. Mais il faut bien l'entendre comme une preuve de l'efficacité des traitements réalisés,
une preuve de la qualité de votre nouveau produit que vous mettez sur le marché. Et c'est aussi du coup l'autorisation de remettre sur le marché. Donc, il est principalement guidé par l'article de loi qu'on vous a mis en petit lien avec les petits icônes d'arobase vert. Ce nouveau produit, il doit bien justifier que l'objet, il est bien utilisé à des fins spécifiques. Le nouveau produit est bien utilisé à des fins spécifiques, que vous avez un marché en face qui attend ce nouveau produit. Et que du coup, ce nouveau produit ne présente aucun risque pour la santé, la sécurité, l'environnement, qu'il est bien conforme à toutes les normes de mise sur le marché qui sont présentes sur le territoire, sur lequel vous voulez remettre ce produit sur le marché. Et que dire de plus? Oui, ici, une particularité aussi, une nouveauté qui a été instaurée, c'est que cette attestation, dans certains cas, devra être remis à l'acquéreur du nouveau produit. Donc ça sera également défini dans l'arrêté, ou alors ça peut être aussi imposé par le ministère après la délivrance de l'arrêté. Voilà. On espère que ça a été compréhensible et audible, parce que c'est un sujet qui est en plein mouvement et qui n'est pas forcément facile à appréhender et présenter sans cas pratique. Non, en tout cas, tu as bien pris le temps de parler lentement pour que tout soit audible, donc il n'y a pas de souci là-dessus, je pense, Aubéry. Ce qu'on vous propose, c'est de nouveau un temps d'échange sur ce focus sortie de statut de déchets. Jean, avant que tu nous relais d'éventuelles questions, j'en avais potentiellement une première, si tu me le permets, à poser à Aubéry et Élodie. Ouais, tu m'autorises? C'est autorisé. Super, merci. Ma question par rapport à Aubéry, ce que tu viens de nous montrer, c'est en gros, c'est deux questions dans une question. La première, c'est mettons pour les animateurs de démarche qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt à, si jamais on a une matière ou un déchet qui n'est pas inscrit dans les listes existantes aujourd'hui aux sorties de statut de déchet, à lancer une telle démarche si ça ne concerne qu'un ou deux acteurs, ou est-ce qu'il faut plus essayer de capitaliser autour d'une filière ou d'une interprofession qui légitimerait justement qui légitimerait tous les critères que tu viens d'évoquer? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que en tant qu'animateur, si, mettons, je n'ai pas de compétences juridiques, je peux envisager de mener un tel dossier tout seul, si jamais je dois créer ou faire une demande de création de statut de sortie de déchets, sortie de statut de déchets. Et si ces critères existent, est-ce que je peux mener tout seul une demande de sortie de statut de déchets? Ça fait beaucoup de questions, hein. Oui, finalement. Alors, on va essayer d'y répondre comme on peut avec le peu d'infos qu'on a. Ouais. Aujourd'hui. Nous, on part plutôt du principe de se dire qu'il n'y a pas d'interdiction, donc finalement, tout est possible. Par contre, il y a des enjeux peut-être à imaginer en amont, c'est que effectivement, le faire tout seul, ça engendre un investissement administratif, financier qui peut être important. D'autant qu'on a essayé de le présenter, les nouveaux textes sont assez implicites pour comprendre qu'éventuellement, il peut être pertinent d'envisager finalement dans sa globalité un circuit de sortie du statut de déchet. Je reformule, parce que je n'ai pas été très claire. C'est-à-dire que l'opportunité, il faut la voir plutôt de manière globale. Il ne faut pas le voir uniquement au niveau d'un objet, un déchet qui tend vers un produit, mais aller au-delà et vérifier que derrière, quel est le marché qui est attendu pour ce nouveau produit? Est-il pertinent, conséquent? Est-ce qu'il est à l'échelle d'un territoire ou est-ce qu'il est à l'échelle d'un plus gros territoire? Est-ce qu'il peut avoir une résonance, peut-être s'il est réfléchi à l'échelle d'un petit territoire, est-ce que du coup il peut avoir une émulation pour être étendu plutôt à un territoire, voire à l'échelle nationale? Et en même temps, il faut aussi avoir un regard un peu opérationnel et voir l'ensemble des acteurs qui vont être impliqués dans la procédure de sortie du statut de déchet.
Tout ça pour dire que finalement, est-ce que du coup, il y a un intérêt, même si je suis le détenteur ou producteur du déchet, à assumer tout seul cette demande de critères pour faire sortir mon déchet du statut de déchet, ou est-ce que du coup, on peut essayer de rendre quelque chose une synergie plus globale avec l'ensemble des acteurs et de porter un projet commun? Ça, c'est une première réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein et dans les projets de texte, on ne décèle pas de frein à ce schéma-là. Mais en même temps, c'est une opportunité qu'il faut étudier avec ces éléments. La deuxième question, parce que du coup, il y en avait beaucoup. Il n'y a pas de frein, mais du coup, mieux vaut être sur un collectif pour essayer de créer des critères par rapport à l'investissement nécessaire. C'est ça. Et la deuxième question, c'était si jamais, mettons par exemple pour les broyats de bois d'emballage, il existe aujourd'hui déjà un cadre réglementaire qui fixe les critères. Est-ce qu'un animateur demain tout seul peut appuyer une synergie en validant tous ces critères, ou est-ce qu'il y aura quand même besoin d'un appui extérieur pour vérifier que cette synergie corresponde aux critères établis par le texte de la sortie de statut de déchet? Vas-y, je t'en prie, Elodie. Alors, j'étais en train de me dire que c'est une bonne question parce que pour moi, à partir du moment où il répond aux critères de l'arrêté et où le produit qui va être remis sur le marché est conforme aux normes et à la législation, je ne vois pas d'entrave à ce que la personne mène le processus de sa propre initiative et tout seul. Mais après, cela dit, l'union fait la force, donc je pense que c'est pas faire de mal. Il y aura quand même besoin d'une validation il y aura quand même potentiellement une validation par un tiers requis par rapport à ce que tu es. Ouais. La validation par un tiers, elle est imposée à travers l'arrêté des critères. Donc potentiellement, c'est-à-dire que l'arrêté ne peut ne pas imposer la validation par un tiers. Et je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, mais qui rejoint un peu ce dont vous étiez en train de parler, si je ne me trompe pas, Laure, hein, tu affirmes ou tu confirmes. Effectivement, on était sur les mêmes notions. Est-ce qu'il faut une démarche collective ou plutôt privilégier une démarche collective ou pas, quoi. Et voilà, moi, j'avais une petite précision à demander aussi, c'est est-ce qu'on voit bien que les positions des DREAL, elles m'ont l'air différentes en fonction des régions et des territoires. Donc, est-ce qu'il vaut mieux privilégier une demande par une filière nationale de sortie de statut de déchets, ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier une démarche territoriale? On a tous le même problème avec des copeaux de bois dans le sud Aquitaine ou en Aquitaine. Est-ce qu'on ne fait pas une demande au niveau régional? C'est tout l'intérêt de voir s'il faut Alors, s'il n'y a pas de critères déjà établis à travers un arrêté ou à l'échelle européenne, effectivement, le préalable, c'est vraiment de se poser la question, est-ce qu'on fonctionne en individuel, donc à l'échelle d'un territoire donné, ou est-ce que du coup, en collectif, et ce collectif, soit il peut être aussi à l'échelle du territoire ou à l'échelle nationale. Et donc, ça fait résonance avec ton schéma, c'est-à-dire que du coup, oui, peut-être des cas, mais en même temps, est-ce que, quels sont les réseaux pour vous mettre en commun? Ça, je ne sais pas. Mais oui, là encore, il n'y a pas de frein dessus. Et nous, on n'a pas d'avis sur qu'est-ce qui est le plus pertinent ou pas pertinent. On ne peut que vous inviter à réfléchir peut-être à ce qui fonctionne le mieux, finalement, et qui soit le plus durable possible. Et du coup, juste pour répondre à la question sur l'arrêté spécifique aux demandeurs, l'arrêté, il ne va viser qu'une typologie de déchets. Donc, l'intérêt, c'est peut-être de trouver le juste niveau de formulation du déchet. Est-ce que je suis sur un objet spécifique à une région et une nature de déchets, ou est-ce que du coup, je suis plutôt sur un lot et sans notion de géographie de production de mon déchet? Et dans ce cas-là, l'arrêté, il peut avoir une résonance nationale et pas uniquement bordé à un cas très spécifique d'une région pour une typologie de déchets très spécifique.
Si je peux juste compléter Alexandre de Saltena sur les échanges que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau d'un groupe de travail, au niveau de la DREAL Nouvelle-Aquitaine ou au niveau de l'Institut national de l'économie circulaire, là, c'est que sur ces procédures clairement de sortie de statut de déchets, hormis si l'activité en tant que telle, elle est assez unique en France et donc là, de manière individuelle, ils vont regarder les dossiers. Sinon, ils conseillaient quand même vivement de passer par des filières ou des groupements pour que ce soit évalué et que c'était quand même assez compliqué. Enfin, il faut vraiment que ça vaille, qu'il y ait un gros enjeu environnemental et que ce soit partagé pour qu'ils aillent jusqu'à pousser les filières. En tout cas, c'était les recommandations qui nous ont données. Oui, c'est lié justement au contrôle qualité, effectivement, qui est très lourd à gérer, à la fois par la réalisation des tests et pour qu'ils soient reconnus comme suffisamment efficaces. D'où le fait d'essayer d'éviter le statut de déchet. On en reste là. Ouais, c'est la conclusion. On a deux autres questions, Aubéry. La première qui est de Florence Marchal qui demande où on trouve facilement les critères spécifiques à dans quel arrêté, enfin, est-ce que c'est l'arrêté que tu as cité qui fixe ces critères ou est-ce qu'il faut aller les chercher produit par produit, déchet par déchet? Alors, facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut trouver les arrêtés sur le site de Légifrance. Okay. Et du coup, en tapant le produit qui nous intéresse, on peut les retrouver assez facilement, je pense. Si on ne trouve pas, c'est qu'il n'y en a pas. Très bien. Et la deuxième question est… Jean, si je me permets, logiquement, vous avez toute la liste à jour là, de toutes les sorties de statut de déchets explicites qui sont affichées ici avec les arrêtés correspondants. Donc, en reprenant ces arrêtés, et comme le disait Élodie, il va y arriver à force. Comme le disait Élodie, si vous avez l'intitulé du déchet concerné, ça devrait sortir assez facilement. Et la deuxième question, c'était de Marion qui demande si, en tant que responsable de déchetterie publique, est-ce que c'est au syndicat de traitement de déchets de faire ces démarches pour les acteurs de l'ESS qui utiliseraient des produits avec des procédés innovants ou voilà. Est-ce que… Ça fait partie des évolutions, hein, si je ne me trompe pas, Oui. sur les notions d'accès aux déchetteries pour le du réemploi ou de la réutilisation qui devraient être assez simplifiées, hein, mais les textes ne sont pas encore sortis, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, parce que j'ai eu la même problématique pour une déchetterie publique en Outre-mer et c'est exactement ça. Du coup, on est un peu en alerte sur les sujets et on pourra vous transmettre les infos dès qu'on a un peu plus d'infos. Ouais. Et je vois une dernière question. Est-ce que l'arrêté portera sur une typo de déchets ou une typo de processus? C'est exactement ça. C'est d'où l'intérêt de bien définir le dossier de demande de critères, s'il n'existe pas déjà cet arrêté, de bien définir la typologie du déchet. Est-ce que je suis sur un produit, entre guillemets, ou est-ce que je suis sur un lot avec différents types de déchets et en face les processus qui sont adaptés à chacun des déchets. Super. Oui, Alexandre. Ouais, juste sur Magali, là, tu parlais de Synapse, du coup, tu ne trouveras pas normalement la liste des arrêtés. Par contre, on est en train de monter là au niveau de l'équipe d'animation de Synapse et en lien avec des demandes de l'ADEME et avec l'appui d'une juriste avocate, des documents types pour conventionner sur des principales synergies qui sont mises en œuvre au niveau national. Donc, je vous invite quand même à rester en veille sur ce qui se passe au niveau de Synapse, puisque de toute manière, on vous les relaiera via Recita, mais en tout cas, il y a un travail qui va être mené pour que vous puissiez avoir un certain nombre de documents types pour contractualiser les principales synergies qu'on voit émerger au niveau national. J'ai répondu Synapse à la question de
d'Aubéry qui disait, mais finalement, je ne sais pas comment mettre en réseau ces détenteurs de déchets qui voudraient potentiellement donc, monter un dossier de demande de critères. Et c'est dans cet élan-là que je m'étais dit, est-ce que Synapse peut être une façon de rassembler, de faire remonter au niveau national les besoins, mais finalement, tu as parlé de l'INEC, et en effet, l'INEC paraît peut-être plus sur Synapse, ça va quand même être intéressant dans le sens où dans l'équipe d'animation de Synapse, la nouvelle, là, on a inclus Elisabeth Gelot de Scov Avocat et qui a quand même une vision des demandes un peu au niveau national de ce qui émerge, et elle pourra facilement réorienter ou vous dire si vous êtes les seuls à vous poser cette problématique ou s'il y en a d'autres. Donc ça peut être quand même quelque chose de pertinent si vous vous posez cette question, d'envoyer un mail à l'équipe Synapse et je pense que le regard d'Elisabeth sera intéressant. Oui, super. Merci à toutes les interventions, à tous les échanges. On n'en a pas terminé, il nous reste encore une petite demi-heure pour continuer à échanger sur ces sujets-là. Ce que je vous propose, comme je vous l'ai dit, la genèse de cet atelier, elle est issue en fait de remontées de la part de vous, animateurs de démarche, sur des questionnements par rapport à des situations qui vous sont précises. Ce qu'on a essayé de vous proposer, ce que vont essayer de vous proposer Aubéry et Elodie, c'est une lecture de ces demandes que vous avez pu faire remonter au Centre de ressources régionales de Nouvelle-Aquitaine en écologie industrielle et territoriale. Donc, Aubéry et Elodie, si vous voulez y aller, je vous propose de procéder à cette lecture en mode liste Prévert et d'essayer d'éventuellement orienter les demandeurs s'il y a des besoins de précision pour votre part pour analyser la demande ou des petites recommandations éventuelles pour pouvoir favoriser la synergie ou la question précisée. Je vous laisse la main. D'accord. Très bien. Donc effectivement, on a reçu une liste de différentes interrogations que vous avez eues. Donc on peut faire classiquement ligne par ligne. Donc d'abord, valorisons. Alors excusez-moi si parfois je trébuche sur les prononciations. Donc nous, pour le coup, sur la demande de valorisons, donc, on nous indique que sur un écoparc qui est classé CPE, sont accueillis, donc, que cet écoparc accueille une entreprise de l'ESS qui récupère des aides techniques médicales, béquilles, fauteuils roulants, etc. Et on nous demande s'il y a une corrélation du coup entre l'entrée de ces ressources sur le site classé CPE et le statut de déchet. Pour nous, pour pouvoir répondre ou tenter de répondre ou apporter un éclairage, on a besoin de précision sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître quelles sont les rubriques. Enfin, déjà, est-ce qu'on est sur une plateforme d'IT-CPE? Et est-ce que du coup, c'était possible d'avoir les rubriques ICPE concernées? Puisque du coup, en fonction de la rubrique, la réponse peut être légèrement différente. Autre point aussi, on a besoin de comprendre la corrélation ou les liens qu'il y a entre l'ESS, l'écoparc, pour pouvoir définir si ces équipements, et du coup, l'entreprise donnant ces aides techniques, pour comprendre en fait un peu la chaîne de responsabilité pour évaluer en fait le statut de ces éléments médicaux. Marie, si tu es présente, tu peux préciser? Oui, je suis du coup, faudrait que je revoie exactement, les rubriques qui sont concernées. Par rapport au lien avec, l'ESS et l'écoparc, en fait, c'est que l'écoparc, a plusieurs, cellules, a plusieurs, ont des locataires qui vont traiter, qui vont recycler, des plastiques notamment. Et on a une cellule qui est dédiée, qu'on appelle le village du réemploi, et là qui est dédiée à accueillir des entreprises de l'ESS pour les incuber en fait sur le Lot-et-Garonne, et donc Ecoréseau qui valorise ces aides médicales, enfin qui réemploie, qui réhygiénise et remet dans le circuit de distribution ces déchets-là, enfin ces ressources-là. Et
est présent dans l'écoparc. Donc, par rapport à votre question, alors peut-être que j'ai plus en tête exactement quel est le lien entre l'écoparc et l'ESS. C'est ça, on est sur un écoparc qui souhaite valoriser à la fois l'économie circulaire de manière générale, donc le réemploi. Donc, on va à la fois accompagner des industriels qui qui nous ont demandé de passer en ICPE. Et on va accueillir des associations, des entreprises de petit calibre, en tout cas, d'une autre envergure, qui, elles, vont du coup être il ne faudrait pas que ces structures-là soient obligées de passer par les mêmes contraintes qui sont imposées aux industriels qui, elles, sont dans des activités beaucoup plus contraignantes au niveau de la réglementation déchets, parce qu'on est vraiment sur du recyclage de plastique. Donc voilà, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de sujet. Maintenant, depuis qu'on est passé en ICPE, on a pu interpeller directement l'Adréal et ce village du réemploi est vraiment considéré à part dans l'écoparc. Donc du coup, on a réussi à montrer que l'Adréal pose des conditions un peu spécifiques selon les cellules, pour cette catégorie d'activité, quoi. Désolée. Je me permets de reprendre la main. Aubéry, Elodie, ce que je vous propose, c'est d'essayer de balayer, comme on avait dit, ces trucs-là. Et on redonnera peut-être, si on a le temps, à la fin, la main aux animateurs qui ont posé ces questions pour réactualiser peut-être la demande s'il y a des besoins de précision pour vous. Parce que j'ai peur que le timing ne nous permette pas de faire ces temps d'échange-réponse avec chaque animateur. Ça vous va? Ok. Là, en l'occurrence, on peut faire une première réponse assez simple. Oui. C'est que si effectivement ces béquilles sont récupérées par le village du réemploi, c'est dans le titre, hein, on est sur du réemploi, donc c'est un produit qui va être remis en état et qui sera du coup réemployé. Donc le statut de déchet ne s'appliquerait a priori pas sur ces produits, puisque j'imagine qu'ils vont être rénovés et réemployés pour un usage identique. Donc là, on serait plutôt sur quelque chose d'un produit usagé avec une nouvelle utilisation. Effectivement, si par contre il y a des traitements plus lourds dans le cadre d'une ICPE rentrant dans des rubriques de prise en charge des déchets, là par contre le statut juridique s'appliquerait de manière automatique et donc on passerait sur une autre organisation de la prise en charge de ces déchets pour le coup. Et du coup, il faudrait, si jamais il y a une remise sur le marché, il faudrait passer par une sortie du statut de déchet. Voilà. Sur la partie du moment où ça arrivait sur site, ICPE, c'était considéré comme déchet. En tout ma question, il y a plusieurs semaines sur ça. Mais en fait, là, non. Là, a priori, non, puisque vous avez eu des autorisations particulières. Il faut bien s'assurer, par contre, que du coup, vous n'êtes pas sur un don de déchets, mais sur une récupération de produits usagés qui vont faire l'objet, du coup, de réparation et de remise en état. Très bien, merci. Donc, du coup, pour procéder, on lit chaque ligne des lignes et on explique. Oui, ce que je vous propose, c'est de reprendre les lignes et comme vous l'avez fait pour Marie, de dire les besoins dont vous aviez en termes de précision. Et si on a le temps, s'il nous reste, parce que là, il nous reste déjà 20 minutes, si on a encore un peu de temps, on laisserait la main aux animateurs qui sont présents et qui seront concernés par les demandes qu'ils vous ont formulées pour soit vous poser d'autres questions ou apporter quelques précisions à la demande. Ça vous va comme ça? Comme ça, on est sûr de traiter toutes les demandes. Ok, si ça convient à tout le monde, on s'adapte, il n'y a aucun souci. Super. C'est le timing qui nous contraint, en fait, c'est pour ça. Pas de souci. Je vous laisse la main. Tout le monde ait des réponses suffisamment des réponses ou des précisions sur des besoins complémentaires à apporter.
Tout à fait. Donc la deuxième demande, c'était GPV. La demande était de faire le lien entre la sortie du statut de déchets et les déchets du BTP, et notamment les déchets issus de la déconstruction. Donc déjà, on aurait besoin de comprendre quelle est quels sont les enjeux derrière, puisqu'en fait, c'est une réglementation qui est en cours de changement, notamment avec l'instauration d'une REP qui va prochainement sortir. Donc REP pour responsabilité élargie des producteurs. C'est un mode de prise en charge des déchets qui est assuré par un éco-organisme et qui permet de soulager en fait les producteurs ou détenteurs de ce type de déchets, puisque l'éco-organisme se supplante en termes de responsabilité au niveau de la prise en charge et de la gestion de ces déchets. Donc, il prend en charge tous les aspects administratifs et les aspects sélection des bons organismes qui vont prendre en charge ces déchets. Par contre, l'organisme ne prend pas la responsabilité du producteur ou du détenteur du déchet, qui reste, lui, toujours responsable jusqu'à l'issue finale de ces déchets. C'est aussi une typologie de déchets qui est en voie de... Alors, il y avait déjà des diagnostics qui étaient demandés pour certains types de travaux, notamment au niveau de la démolition. Ça aussi, c'est en cours de changement. Cet été, le diagnostic a été un peu révisé et maintenant, en fait, il va être obligatoire, non plus seulement pour la démolition, mais aussi pour ce qu'on appelle des rénovations significatives. La rénovation significative, c'est-à-dire que c'est la déconstruction, amélioration d'un site dont la surface plancher va être supérieure à 1000 m². Donc en fait, ça va être quasi récurrent. Enfin, ça va être très, très fréquent. Et ce diagnostic, il a vocation à identifier quels vont être les déchets qui vont être générés, la quantité, leur état de dégradation, pour pouvoir identifier derrière la juste filière de prise en charge. Est-ce qu'on peut mettre en place est-ce qu'on part direct sur de la valorisation, ou est-ce que du coup on peut mettre en place éventuellement un système de réemploi et éviter de le faire tomber sous le statut de déchet? Ça peut être une opportunité. Ou si ça tombe dans un statut de déchet, voir à améliorer d'abord, à appliquer la chaîne, on va dire, vertueuse de traitement des déchets. Donc privilégier d'abord le recyclage et ensuite aller vers de la valorisation, produit ou énergétique. Donc tout ça, c'est en mouvement. Donc la sortie du statut de déchet, le mieux, c'est de l'éviter, de tomber sous le statut de déchet. Et quand c'est pas possible, il y a d'autres voies qui sont possibles avant la sortie du statut de déchet. Donc, il faudrait comprendre quel est le besoin derrière, ou le marché qui est potentiellement identifié derrière. Et tout dépendra de l'actualité aussi associée à cette réglementation issue de la loi AGEC sur la récupération, le réemploi dans ces chantiers-là. Exactement. Super. Ok. Alors, le troisième point, donc le Grand Châtellerault. Et alors là, ça va être compliqué d'y répondre très simplement. Ça concerne le don de chaussures de sécurité usagées pour du réemploi. La demande étant de savoir sur qui porte la responsabilité en cas d'accident. Effectivement, si on rédige une convention dégageant l'entreprise donatrice est en cours de rédaction, quelle est sa validité juridique? Eh bien, tout va dépendre de quelle est la destination des chaussures de sécurité usagées et à qui elles sont données et pour quelle utilité. Donc la destination ici, elle est assez importante et on n'a pas encore eu le temps d'aller vérifier non plus quelle est les responsabilités engagées au niveau d'un équipement individuel de protection. Dedans, il y a individuel et on n'est pas sur d'équipement collectif. Et donc derrière, il y a aussi des enjeux de sécurité et sanitaire, notamment avec la période actuelle, même si on est sur des chaussures qui ne sont pas si simples à définir. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. On peut juste inviter à peut-être préciser quel est l'état d'usage des chaussures de sécurité qui sont données et pour quel public et à quelle destination sont envoyées ces chaussures de sécurité. Pour pouvoir faire une réponse.
Aubéry, Elodie, là-dessus, si la chaussure reste sur le territoire français, on s'affranchit potentiellement des réglementations internationales, notamment en termes de transfert transfrontalier de produits ou de déchets. Oui. C'est ça, hein. Et tout ce qui est Ouais. associé aux douanes et à l'obligation d'assurer qu'il y ait une réglementation qui soit conforme de l'autre côté du pays ou ces choses-là, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Mais du coup, oui, il faut vraiment savoir la destination des chaussures, à quoi elles vont être, à quoi elles vont servir une fois qu'elles sont redistribuées aux personnes. Ouais, dans quel type d'activité, par exemple? Ouais. Non, oui, et est-ce que c'est en tant que chaussures de sécurité Ok. Voilà, il nous faut plus d'infos. Ça marche. Super, merci. Ensuite, circulaire. Dans le cadre d'un don de matériel informatique en bon état de fonctionnement pour réutilisation, donc là on corrigerait pour la formule pour nous, ce serait plutôt dans le cadre d'un réemploi, si le matériel informatique est en bon état de fonctionnement. Si c'est pour du réemploi par un autre organisme ou par d'autres organismes, est-ce qu'on est dans le cadre d'un statut de déchet? La réponse est assez simple, non. Si on est sur un équipement qui est fonctionnel et non dégradé et qu'on en fait le don, on est sur un don de produit et pas un don de déchets. Donc la notion de statut de déchet n'est pas applicable dans ce cas et ça peut être encadré par justement une convention de don ou de cession. Et donc du coup, en cas de don, non, il n'y a pas de responsabilité engagée par le donateur en cas de problème avec le matériel. Voilà. Et ensuite, il y avait une question complémentaire concernant une matériothèque avec des déchets de métal et de tissu et de bois. On est navré, on n'a pas compris la question. Donc si on pouvait aussi nous préciser quelle est la demande, c'est au niveau du statut du produit ou est-ce que c'est sur les relations entre les différents acteurs? Qui est-ce qui avait posé la question du coup? C'était également circulaire, si c'est D'accord, possible ok. de préciser le besoin. Ça marche. Et enfin, recto verso. Alors, dans le cadre d'une entreprise de démantèlement d'anciennes visseries, la partie bois est envoyée chez un menuisier qui les stocke en attendant de les utiliser pour de la fabrication de meubles. Qui est responsable en cas d'incendie? Alors là, on sort un peu du cadre déchets, mais très instinctivement et en application du code du travail ou des différents codes applicables. Là, on est plus dans le cadre de la réglementation sécurité incendie et la règle étant que la responsabilité engagée, notamment sur des combustibles, combustibles, du bois par exemple, c'est là où le matériel est stocké. Voilà, parce que c'est l'assurance du stockeur qui sera engagée. Mais on n'est pas spécialiste du sujet, donc voilà, on les inviterait plutôt à se rapprocher de spécialistes des assurances pour avoir la juste réponse. Ok, super. Je vais juste faire un appel à potentiellement l'animateur ou l'animatrice de la démarche circulaire si elle avait la possibilité de préciser sa demande sur la question autour de la matériothèque et puis on pourra remonter comme ça si l'interlocuteur ou l'interlocutrice de Recto Verso, Grand Châtellerault ou de GPV Rivoire sont présents, on pourra peut-être préciser leur demande. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, j'appelle en premier lieu s'il y a la personne de circulaire qui est présente à nous poser ou à nous préciser sa demande. Là. Super. La personne qui s'appelle Laure. Laure, désolé Laure, je retiens pas tous les prénoms. Vous voyez, j'ai déjà eu des difficultés aujourd'hui avec Elodie. Donc, Voilà. Donc Elodie, c'est bon, tout le monde là maintenant. Est-ce que je peux rajouter une question sur le don de matériel informatique? Si jamais le matériel informatique, donc on me le donne, il n'est pas forcément en état de fonctionnement ou voilà, il y a des réparations à faire, du coup, là, on passe dans le statut de déchet? L'entreprise qui s'en sépare justement parce qu'il ne fonctionne plus?
Oui, c'est du renouvellement informatique. En fait, si vous voulez, moi, j'ai fait des collectes de matériel informatique et l'idée, c'était, il y a une autre association sur le territoire qui se propose de remettre en état le matériel pour qu'après ça puisse servir aux écoles ou des choses comme ça. Et du coup, moi, quand je fais des collectes de D3E, l'idée, c'est que il y a une zone où ils peuvent déposer en tant que déchets, et puis il y a une palette qui s'appelle zone de don pour du réemploi. Voilà, c'est comme ça que j'ai évité le statut de déchet. Ça marche ou pas? Ouais, on se rapproche du cadre du reconditionnement, en fait. D'accord. Le D3E, l'enjeu, c'est quand même de ne pas collecter des D3E. Il faut toujours éviter au maximum le don le statut de déchet pour pouvoir appliquer ce genre de mécanisme. Donc nous, on serait plutôt vous inviter à collecter des 3E usagés, donc des équipements, et pas des déchets d'équipements. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais, et du coup, ça serait l'idée, ça serait de collecter du matériel informatique en état de fonctionnement et peut-être à mettre à jour ou réparer, mais voilà. En fait, il faut distinguer, c'est-à-dire que Distinguer les collectes. ouais, c'est soit distinguer les collectes ou alors c'est avoir une chaîne de tri qui permet du coup après avoir collecté tous les produits, de distinguer ce qui tombe sous le statut de déchet parce que finalement, il ne serait pas réparable et ce qui peut être réparable. Et donc, du coup, on est sur une réparation et pas un recyclage. Et donc, du coup, on s'évite la sortie du statut de déchet parce qu'on reste sur un produit usagé, endommagé, qu'on peut réparer et réintroduire sur le marché. Enfin, qu'on maintient sur le marché, mais en produit usagé, quoi. Ce qu'on appelle du coup le reconditionnement. Ok, et pour la matériothèque, je pense que c'est le moment d'avouer que je ne me souviens pas ce que j'ai voulu demander. Voilà. Ça revient après. Alors, je vais réfléchir, je me mets d'accord avec moi-même, et puis si je m'en souviens, je vous réécrirai un petit message. Ça marche, super. Merci Laure. Je ne sais pas, Philippe de Grand Châtellerault, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as la possibilité d'apporter des précisions à Aubéry et Élodie? J'ai pas vu Philippe. Ah, ok. Bon, bah alors du coup, je vais passer la main à l'animateur ou animatrice du GPV Rive Droite, si elle avait des questions complémentaires ou si la réponse d'Élodie et Aubéry suffisait par rapport à la question du lien entre la sortie de statut de déchets de démolition et C'est Maroussia. Maroussia. Et normalement, elle est là. Mais je ne l'entends pas, donc... Donc ça veut dire que c'était clair, ok. Pareil, je renvoie la main à Violaine si tu avais des besoins complémentaires et ensuite on se gardera 5 minutes s'il y a eu d'autres questions qui ont été soulevées et on clôturera cette séance s'il n'y a pas d'autres questions. Alors moi je suis là, merci Florian. Je peux rebondir aussi sur la question de Philippe parce que j'ai un peu le même questionnement que lui, mais sur des gants qui sont, je pense que gants, chaussures de sécurité, on est plus ou moins dans les mêmes, c'est des EPI, donc c'est plus ou moins la même législation, j'imagine. J'ai eu une entreprise qui a pris le pli de nettoyer ses gants après ils sont utilisés une fois puis nettoyés et avant les employés les réutilisaient et ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de soucis et donc maintenant ils font appel que à des gants neufs mais ils ont un stock de 16 000 gants. Et ils se demandaient ce qui pouvait en être fait. Donc, eux, ils travaillent dans la métallurgie. Est-ce qu'un simple changement de type d'activité, est-ce que si ces gants sont réutilisés dans une autre activité, est-ce qu'ils peuvent être réutilisés ou est-ce que, je dois leur dire que non, les 16 000 gants, c'était gentil de les garder, mais que finalement, ils ne pourront jamais être réutilisés. J'avais pas pensé à poser cette question au moment de la liste, mais là, puisque la question des chaussures est apparue, est-ce que vous avez une réponse ou est-ce qu'il faut que j'apporte plus de précision là aussi? Non, là, on a suffisamment d'éléments. Par contre, ça va être difficile d'y répondre positivement.
aussi vite, tout simplement parce que dans équipement effectivement individuel, il y a aussi protection. Et en fait, typiquement, les chaussures de sécurité, il y en a différents modèles parce qu'elles ont différentes utilités en fonction de l'activité dans laquelle elles vont être utilisées. Elles ont une fonction de protection qui va diverger en fait en fonction du besoin. Et c'est la même chose pour les gants. Donc, du coup, la destination encore et l'utilité qui va en être fait sur le second emploi, qu'il soit neuf ou usagé, voilà, tout va dépendre de l'utilisation future par rapport aux critères de protection que les gants proposent. Donc c'est difficile de répondre fermement, ça tombe sous le déchet ou ça tombe sur un produit de second, enfin un produit usagé pouvant être réutilisé. Là, Typiquement, si tu veux le donner à une asso qui fait du jardinage, il y a de fortes chances que ça puisse passer si les exigences attendues d'un gant pour faire du jardinage sont moindres que dans la métallurgie. pour une usine de métallurgie. Il ne faut pas qu'il crée un danger supplémentaire non plus, parce que quand il y a certains gants qui sont très protecteurs, qui ne vont pas apporter la dextérité suffisante pour une activité un peu minutieuse. Donc, si c'est pour qu'il engendre un risque d'accident plus élevé, même si effectivement, de prime abord, on peut croire qu'il va être utilisé à des fins moins dangereuses, il peut aussi avoir un effet pervers, donc un effet inverse dans la protection. Donc on est toujours frileux en matière de responsabilité et de sécurité à avoir des réponses très fermes. Donc là, pour le coup, c'est Est-ce que du coup, le fait de travailler avec ces fournisseurs de gants qui doivent connaître sur le bout des doigts, sur le bout des doigts, justement, toute leur gamme de gants, est-ce que ça ne serait pas une façon de s'ouvrir justement des champs de possibles? C'est une liste éventuelle en fonction des applications possibles par type de gants, ouais, avec les fournisseurs, ouais. Ça pourrait être une voie potentiellement, effectivement. Ou lister les critères de protection qu'offre le pays en question. Donc indiquer plutôt des modalités d'utilisation. Ça peut être aussi une fiche d'utilisation acceptable pour le produit, en ne l'obligeant pas, mais en indiquant plutôt sur quel type d'utilisation il est plutôt efficace. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé. De l'information. Ok, donc si je comprends bien, Violaine, elle n'a plus qu'à faire le tour des 17 000 paires de gants pour les qualifier. Cool. En général, c'est indiqué. Hein. Sur les lots, c'est indiqué. Ça marche. Mais est-ce que le fournisseur lui-même n'a pas déjà réfléchi éventuellement justement à cette seconde vie de ces EPI? Parce qu'il y a, on peut également tomber sur un fournisseur qui est rentré dans une démarche d'éco-conception, qui est rentré dans une démarche de réflexion sur l'économie circulaire et qui pourrait lui-même être finalement apporteur de réponses ou de pistes de travail. Vu le volume, je pense qu'on est plutôt sur un distributeur. Mais Après, ils ont stocké ça fait 6 mois qu'ils stockent, donc c'est pour ça que ça fait un volume important. Et il y a plusieurs paires de gants par jour, donc voilà, ça fait vite du volume. Mais peut-être qu'ils sont dans un schéma d'éco-conception parce que finalement, ils les lavaient. Et avant, ils étaient réutilisés après lavage. Donc ouais, je vais contacter le fournisseur. Et après, peut-être que les fiches produits donnent déjà aussi des indications, comme le disait Aubéry, sur les potentiels, les caractéristiques ou les utilisations potentielles de ces gants-là. Ouais. Ok. Est-ce qu'un autre animateur ou une autre animatrice veut appuyer sur le buzzer pour poser une question à Aubéry et Elodie? Ah, il est 12h01. Une dernière question? Non, il n'y a personne? Activez votre micro. Hein. Le premier qui active son micro gagne la question. Oui, moi j'ai une question, Marion du CEMOTOM. Voilà, donc c'est Marion qui va clôturer le temps d'échange du coup. Allez-y Marion. Je me demandais du coup dans quel cadre je rentrais si un acteur récupère des éléments, mais pour, je prends un exemple concret de la quincaillerie qui est récupérée de mobilier démantelé. Et seule la quincaillerie est réutilisée. En fait, je rentre dans quel cadre? Bonne question pour conclure. Et c'est quel type de structure, du coup, qui effectue le démantèlement?
C'est une quincaillerie d'un nouveau modèle qui a envie de proposer plein d'articles divers et variés, mais issus du réemploi et du démantèlement. Mais par exemple, le démantèlement de meubles et la réutilisation de quincaillerie déjà utilisées, ça fait partie de leur projet. Mais il y en a plein d'autres, mais du même acabit, mais du coup, je ne sais pas trop quel est le cadre pour ça. Est-ce que ça pourrait valoir le coup de reprendre un contact avec Marion de manière plus individuelle pour repréciser un petit peu le contexte de tout ça et essayer, Aubéry et Elodie, que vous puissiez plancher un petit peu sur la question, c'est peut-être un peu plus adapté. Ça vous irait comme ça. Ça pourrait être intéressant de savoir d'où vient la quincaillerie et quels sont les acteurs en fait. Ok. On fonctionne comme ça. On fera la mise en relation éventuelle avec Marion et c'est toi Jean qui suis Marion du coup? Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est Jean. Ok, donc ça sera facile pour faire le lien avec Aubéry et Elodie. On va clôturer tout ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé. Merci Aubéry et Elodie pour votre flexibilité et votre réactivité. C'est toujours super apprécié. Et puis encore désolé Elodie pour le prénom, donc je tiens encore à m'excuser. C'est pas grave, je te prépare un gage, Florian. Ouais, ça marche. Mais je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Et au plaisir de vous recroiser, que ce soit en physique ou en numérique. Mais j'avoue que je préférerais en physique sur un atelier comme celui-ci qui est toujours intéressant à traiter. Encore merci à tout le monde et bonne journée.